donner simplement, c'est un peu des entreprises qui aident les youtubeurs à développer leur chaîne. Et juste pour vous montrer à quel point c'est difficile d'expliquer ce que c'est, je voulais vous faire écouter un petit extrait d'une interview de Cyprien. Il était invité par le podcast Studio 404 en avril 2016. Alors les networks c'est super intéressant mais tout le monde ne sait pas ce que c'est je pense. Les chaînes de merde, ils vont sur Wikipédia. Non, je sais même pas comment l'expliquer, c'est très perturbant. C'est les gens qui vont... C'est une sorte d'agence en fait. Ouais, c'est une agence qui va gérer plusieurs youtubeurs. Qui va gérer les youtubeurs, effectivement. Des youtubeurs dans son écurie quoi. Affirmatif. La fameuse agence. Voilà, la fameuse agence. Peut-être avant de se plonger dans les entrailles des networks, Sarah, est-ce que tu peux nous dire, nous parler un petit peu de Divimove, de combien vous êtes en France actuellement notamment? Alors Divimove est un network donc à la base allemand et qui s'est développé très rapidement aux Pays-Bas. Maintenant présent en Italie, en Espagne, Pologne et donc en France. En France, on est 8, sachant qu'on est un peu plus d'une centaine dans toute l'Europe. Et ça fait quelques mois effectivement que Divimove a choisi de s'intéresser au marché français. Et voilà, on est le dernier arrivé de tous les marchés européens. Et donc, en gros, vous représentez combien de vidéastes en France, en tout cas? En France, on en a, je dirais, 80 à peu près, entre 60 et 80, sachant qu'on on a 1200 influenceurs dans toute l'Europe. Donc voilà, mais en France, c'est un choix de notre part d'avoir peu d'influenceurs. Et est-ce que tu peux donner des exemples peut-être de personnes que vous représentez? Je ne sais pas si les gens les connaissent ou... Non, non, c'est une question totalement innocente. On a l'atelier de Roxane, donc une très grosse chaîne cuisine et famille aussi. GameX13, je ne sais pas si... Oui. Voilà. Et, en gaming, on a la team La Salle aussi. Voilà. Donc dans des domaines vraiment ouais, on a beaucoup de domaines différents. Alors maintenant voilà, qu'on a fait ce petit point, peut-être qu'on va pouvoir essayer de comprendre comment ces networks sont arrivés, d'où ils ont surgi, parce que j'ai l'impression de parler un peu de Stranger Things, du monde à l'envers, et de dire voilà, ils étaient là depuis le début, ils ont surgi des entrailles. Non, simplement moi de ce que j'ai compris, et je me tourne vers tous les deux et vous me corrigez si je me trompe, c'est que à partir du moment où il y a eu des youtubeurs qui cumulaient des millions d'abonnés, il y a eu forcément un marché, de l'argent à gérer, des créateurs à engager, et un public aussi à toucher, puisque voilà, pour les grandes sociétés de production, j'ai l'impression que YouTube, c'était l'endroit où il fallait être pour pas perdre son audience. Et c'est pour ça, si j'ai bien compris, aux États-Unis en tout cas, que Disney et tout un tas d'autres boîtes ont lancé donc leur network pour accompagner des créateurs, leur faire produire du contenu et aussi être sûr que voilà, en termes de publicité, etc., ils pourraient continuer à toucher des audiences qui au final peut-être regardaient moins la télévision, etc. Donc je sais pas si... Oui, c'est vrai que de toute façon il y a une date qui est clé forcément, c'est le moment où YouTube a rapporté de l'argent, c'est le programme partenaire. Ensuite, je pense que le programme partenaire, c'est ce qui permet aux vidéastes. Ce qui permet aux vidéastes de se faire rémunérer sur leurs vidéos. Tu fais bien de préciser, Vincent. Et c'est 2008, si je dis pas de bêtises. Et puis à partir de ce moment-là, les grandes industries avaient besoin aussi d'interlocuteurs pour pouvoir dialoguer avec YouTube. Et les vidéastes qui commençaient à brasser beaucoup d'argent et qui intéressaient aussi les marques avaient besoin aussi peut-être d'interlocuteurs pour pouvoir dialoguer. Je pense que dans le monde de la musique, on a des labels. Dans le monde du cinéma, on a des productions. Je ne sais pas si le parallèle est vraiment bien senti. Ce sont ces interlocuteurs-là. Après, il y a eu aussi le monde de la musique avec Vevo, parce qu'il fallait aussi pouvoir protéger des contenus. Vevo, vous voyez souvent, je pense, à côté de vos artistes préférés, Beyoncé, Vevo, Kanye West, Vevo sur YouTube, c'était voilà, pour pouvoir s'assurer qu'on n'uploadait pas leurs clips, leur musique, n'importe comment, etc. Et que c'était vraiment encadré par Universal. Sarah, pourquoi Divimove est arrivé comme ça en France? C'était quoi l'intérêt de Divimove pour la France? C'est un marché intéressant par rapport aux youtubeurs? Ouais, la France est un très gros marché par rapport aux youtubeurs. Très compliqué parce que très concurrentiel. Mais en fait, YouTube a connu un essor vraiment énorme en France, je dirais, ces 3 dernières années, avec tout ce qui est professionnalisation des contenus, avec beaucoup de qualitatifs par rapport à d'autres pays. Il y a des contenus très qualificatifs. Et voilà, c'est pour ça que Divimove a choisi de s'intéresser en France, et puisque c'est la suite logique aussi de l'expansion en Europe. Tu parlais de marché très concurrentiel. Erwan, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les networks qu'il y a en France? Et je rappelle encore une fois que la network, ça regroupe tout un tas de sociétés avec des caractéristiques très, très variées. Bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de noms de youtubeurs que je vais vous citer, que vous connaissez, chers auditeurs, et puis autour de cette table, bien sûr. Mais on n'identifie pas forcément qui est derrière. Par exemple, si je vous dis Golden Moustache et Studio Bagel, bon, c'est des choses que vous avez pu regarder dans votre vie YouTube. Mais Golden Moustache, par exemple, c'est quelque chose qui appartient à M6. C'est une entité qui appartient à M6.
M6, Studio Bagel appartient pour sa part à Canal+. Ça, on pouvait un peu plus s'en douter, parce qu'ils ont fait beaucoup de contenu pour Canal+. Et quant aux grands youtubeurs qui sont plus produits en leur nom, Cyprien, Norman, Squeezie, eux, ils travaillent avec Mixicom, qui appartient à Webedia. Donc, on a parlé au tout début de l'émission, pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons plus problématiques. Plus problématiques. Et Webedia qui détient donc jeuxvideo.com. Et on connaît aussi d'autres investisseurs, TF1, qui a déjà investi le milieu des networks avec Finder Studio. Je crois, mais ça a été Studio rebaptisé. 71, Oui, ça a changé de nom. Voilà, Et Studio 71. Exact. Qui est un acteur majeur en France, du coup. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Seb Lafrite qui est signé là-bas. Oui, et puis il y a Emma Cake-Up aussi. Voilà, il y a quelques gros noms de la nouvelle génération de youtubeurs. Et Énergie aussi qui est rentré dans le game des networks avec ShareFresh. Ouais. Voilà. Et Divimou, ça appartient aussi à un grand groupe. Ouais, ça appartient au groupe RTL. Voilà, donc c'est vrai que voilà, au final, on a l'impression de parler de petites structures, mais c'est vrai que derrière, il y a des enjeux et c'est toujours cette logique pour des grands groupes audiovisuels et numériques de s'attaquer à un marché qui est en pleine explosion. Donc voilà, donc maintenant concrètement qu'on a un peu cette toile tissée en Europe et aux États-Unis, Sarah, est-ce que tu peux nous dire concrètement à quoi sert un network? Qu'est-ce qu'un network apporte à un youtubeur? Parce que je vais faire un peu la réflexion bête, mais un youtubeur, il a juste besoin d'une caméra dans sa chambre et d'appuyer sur record et de poster la vidéo en ligne. Et non, il a besoin de nous. Déjà, tous les networks ne servent pas à la même chose. On a chacun des spécificités et tout dépend aussi des besoins d'un youtubeur. Mais ce qu'on essaie d'amener, outre la gestion des droits, de la monétisation, parce que ça, c'est une base, tous les networks. Les droits, oui, c'est-à-dire que pour s'assurer qu'il n'ait pas de problème. Exactement. S'il utilise des extraits de films ou de musique, de jeux vidéo. Pour gérer, l'utilisation dans ses vidéos et pour pas qu'on lui vole ses vidéos aussi ou qu'on les utilise, enfin tout ce qui est relatif aux droits de ses vidéos. Mais en dehors de ça, on fait aussi du développement d'audience. Évidemment, le but c'est de l'amener le plus haut possible, mais on fait aussi de la gestion de tout ce qui est projet annexe. Si un youtubeur a envie de lancer sa marque et que nous on y croit, on l'accompagne là-dedans. S'il a envie de faire, un spectacle, un film, une série, toutes les envies en fait et tous les projets qu'il pourrait avoir, parce que souvent donc sont des artistes, des créateurs, et leur but en soi c'est il y a YouTube, mais finalement ils ont 1000 autres projets et 1000 autres idées derrière, donc on les accompagne aussi là-dedans. Également les opérations avec les marques, parce qu'il faut bien en parler. C'est quand même une grosse partie de notre accompagnement. Mais ça, concrètement, c'est-à-dire ça se passe comment? Vous êtes le network qui est un intermédiaire entre le youtubeur et la marque? Oui, exactement. En fait, soit le youtubeur directement est contacté par les marques et généralement, il va nous envoyer, en fait, nous faire suivre les demandes parce que lui, soit il n'a pas envie, soit il ne sait pas gérer, il ne sait pas négocier, il ne sait pas combien il vaut. Et il n'a pas envie, il n'a pas le temps, donc nous on s'occupe de ça. Soit les marques nous contactent directement en disant voilà, j'ai envie de faire ci, ça avec des influenceurs, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Donc soit on propose juste des influenceurs, soit des idées créatives, soit même de la production pour beaucoup. Derrière, ça peut être beaucoup de choses. Mais on est un intermédiaire. Et quel type de contenu ils peuvent produire? C'est-à-dire ça peut aller du placement de produits à la vidéo sponsorisée entièrement? Exactement. Exactement. Avec tout le dispositif social media autour. Par exemple, chez Divimou, vous travaillez avec plusieurs marques qui sont déjà dans votre catalogue. Est-ce que ça peut arriver, je ne sais pas, quand un youtubeur, un nouvel influenceur arrive, que ce soit des choses qui soient déjà spécifiées dans son contrat, qu'il va devoir travailler avec telle ou telle marque, ou est-ce que c'est toujours une discussion On n'impose jamais rien. C'est jamais imposé? Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres networks, mais chez nous on n'impose jamais rien parce que c'est pas notre but. Si on impose de travailler avec telle marque, on sait que le rendu aura 90% de chance de pas être quali, quoi, de pas être bien et que ça se passe, que ce soit mal perçu par la communauté, par la marque. Non, on n'a pas envie d'imposer. Alors Sarah, donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, parce que c'est un pourcentage des revenus, mais comment on détermine un pourcentage que ce soit les revenus sur les vidéos ou dans une marque? C'est de la négociation, tout simplement. Enfin, ça dépend. Alors sur les revenus YouTube, ça dépend beaucoup de la taille de la chaîne. En fait, et puis après c'est un terrain d'entente à trouver, alors pour les revenus AdSense avec le youtubeur et pour les opérations avec les marques et le youtubeur, sachant que nous on est toujours transparent, on leur dit toujours voilà, je vais prendre tant de pourcentage sur cette OP. Et ça peut aller de quel pourcentage à quel pourcentage, la fourchette entre guillemets? Sur les revenus YouTube, il y a des networks qui font du 100%. Donc ils prennent rien dessus, ils savent que le youtubeur est très ce qu'on appelle brand safe, donc qui fera beaucoup d'OP et tout brand ça, donc ils trouveront leur compte là-dedans. C'est-à-dire brand safe,
C'est-à-dire qu'il fera pas mal de pubs. Ouais, Voilà. il fera pas de. Ok. La chaîne est facile à Il fera vendre pas de mal aux aux annonceurs. Voilà. Je voulais vous faire écouter un rapide extrait, donc simplement pour situer un peu le contexte. Donc c'est Cyril, donc qui est plus connu sous le nom de Super Connard avec un K, et qui raconte que l'une de ses anciennes vidéos a été supprimée, soi-disant à cause d'un non-respect des droits d'auteur. Donc on parlait de droits d'auteur, et il découvre en fait que c'est à cause d'un network qui s'appelle Machinima que sa vidéo a été signalée par un autre youtubeur. Donc on va écouter sa réaction. Machinima, les mecs existent encore? Merde! Je pensais qu'après avoir arnaqué un petit peu tout le YouTube game, ça y est, ils étaient partis, mais non, et les mecs s'accrochent! Ils sont là comme ça! Bref, on a tous eu des soucis avec Machinima, je vois que ça continue, excellent. N'allez pas chez Machinima, première chose. Voilà, donc il parle en ces termes particuliers d'un network qui s'appelle Machinima, donc il y a un network américain qui était un des premiers arrivés, et donc si j'ai bien compris, contacter les youtubeurs à l'appel, envoyant des centaines de mails pour essayer de leur faire signer des contrats. Même parfois sans contrat. Hein. Des liens juste pour attacher la chaîne à leur, ce qu'on appelle leur CMS, c'est-à-dire l'outil de gestion, directement, sans même. Enfin, c'était incroyable. Je sais pas s'ils le font encore. Mais... Oui, voilà, mais de manière générale, j'ai l'impression que sur la signature des contrats, là aussi, c'était un gros souci pour les youtubeurs. C'est-à-dire que, encore il y a quelques jours, on me disait oui, les networks, ils font signer des contrats à vie, c'est n'importe quoi, c'est impossible de s'en détacher. Enfin, c'est aussi quelque chose d'assez important. Dans le... le souci, c'est que, en fait, comme c'est tout nouveau, personne ne sait exactement ce qu'on peut faire ou pas faire. Maintenant, ça commence quand même à se clarifier, mais c'est vrai qu'il y a des networks qui font signer des contrats de 5 ans, voire plus, d'autres qui font signer des mineurs, sans faire signer le représentant légal, et qui, derrière, quand le mineur en question dit non, mais en fait, je veux pas, le network dit tant pis, c'est trop tard, et après ils disent appelle un avocat, poursuis-nous, forcément personne le fait, donc oui, il y a encore beaucoup de contrats comme ça. Entre guillemets, un network, s'il fait un contenu qui va pas, qui correspond pas forcément à ce que le network attend, est-ce qu'il va peut-être décevoir des annonceurs? Est-ce qu'il y a des fois des discussions par rapport à ça où ça peut poser problème? Non, en fait, nous on part du principe que c'est lui l'artiste et c'est pas nous, on n'est pas artiste. Hein. Nous on est là pour amener une expertise sur la vidéo en ligne, c'est-à-dire que forcément on sait ce qui marche, comment ça marche, pourquoi. Maintenant, jamais je dirais à un de mes talents, sauf si c'est des trucs violents, choquants, auquel cas c'est différent, mais s'il veut faire une vidéo sur un sujet, même si moi je trouve que c'est pas une bonne idée, je lui dis forcément, je dis écoute, pour telle ou telle raison, je pense que tu devrais pas, mais s'il a envie de la faire, il la fait. Jamais on impose quoi que ce soit. On essaie vraiment, c'est de l'accompagnement. Évoquer, est-ce que dans l'ensemble, c'est plutôt le network qui va vers le youtubeur ou l'inverse? Ça dépend. C'est 50-50. C'est vrai qu'on parlait de... Moi, je sais, avec les discussions que j'ai pu avoir avec les youtubeurs, c'est vrai qu'à partir de quelques dizaines de milliers d'abonnés, en général, ils reçoivent une flopée de mails de gens qui leur proposent de rejoindre leur network. C'est souvent des networks qui n'ont pas de bureau en France, pas de contact direct en France, mais c'est vrai que je pense qu'il sera contacté dans tous les cas dès qu'il commence à émerger. Oui, à partir de 10-20 000 abonnés, de toute façon... il y a un network que j'ai en tête qui sera dessus. J'ai une dernière question qui est peut-être un peu piège, mais j'étais assez content de la formulation. Est-ce que c'est au final le youtubeur qui a besoin du network ou le network qui a besoin du youtubeur? C'est une très bonne question. Les deux. Les deux, et faut savoir que tous les youtubeurs n'ont pas besoin d'un network, n'ont pas besoin d'un network. Il y en a certains qui se débrouillent très bien tout seuls. Et c'est tant mieux s'ils y arrivent tout seuls parce que ils ont les compétences qu'il faut, ils ont les moyens de production qu'il faut, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Et tant mieux. Donc, et puis comme j'ai dit au début, selon les besoins aussi, les youtubeurs vont aller vers des networks différents. Nous, ce qu'on dit tout le temps quand on rencontre quelqu'un, généralement, il fait la tournée de tous les networks. Et on dit, écoute, attends d'aller voir tout le monde, pose-toi, vois selon tes besoins quel est le network qui t'apportera ce que tu veux.